Bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les histoires captivantes et les enquêtes troublantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je publie une nouvelle vidéo chaque lundi, alors restez connectés pour vos doses hebdomadaires de mystères et de frissons. L'affaire d'Alexander McCartney est un exemple tragique des dangers que représentent les prédateurs en ligne pour nos enfants. En exploitant des jeunes filles vulnérables à travers des plateformes de médias sociaux, Alex a causé des dommages irréparables à de nombreuses vies. Cette situation met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et de protection renforcée pour assurer la sécurité des enfants dans un monde numérique. Alex est né le 2 avril 1998, sous le signe du Bélier. Il a grandi dans une petite communauté isolée, juste à l'extérieur de Newry, en Irlande du Nord, avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Dans ce village éloigné, il n'y avait qu'une église, quelques commerces, et presque rien d'autre pour animer le quotidien. Décrit comme timide et socialement maladroit, il était souvent vu comme un introverti étrange et insociable. Les interactions réelles étaient pour lui un véritable défi, il préférait la sécurité de sa chambre, cloîtrée avec ses jeux vidéo, plutôt que de faire face au monde extérieur. Lorsqu'il prenait le bus scolaire, il s'installait silencieusement, le regard rivé au sol, souvent avec des écouteurs dans les oreilles, comme une barrière contre les autres. Chaque jour était un combat contre l'isolement, un désir d'appartenance enfoui sous des couches de timidité. Alex, le jeune homme dont la vie se déroulait dans l'ombre des écrans, rêvait d'un monde où il pourrait se sentir enfin à sa place. Les rares fois où les voisins croisaient Alex, il ne les saluait jamais et ne faisait jamais de signe de main. Ils ne savaient rien de lui, et son existence demeurait un mystère. Après avoir terminé le lycée, Alex a commencé à fréquenter l'université d'Ulster, où il s'est inscrit en informatique, un choix qui se révélerait utile dans le cadre de cette affaire. Dès son plus jeune âge, il excellait dans tout ce qui touchait aux ordinateurs et à la technologie. Cependant, ce que les gens ne réalisaient pas, c'était qu'au-delà de cette façade timide et introvertie, Alex cachait un secret très sombre et tordu, un secret qui allait avoir des répercussions sur des milliers d'enfants à travers le monde. Son apparente normalité masquait une réalité terrifiante. Ce contraste entre son talent technologique et les intentions malveillantes qui se tramaient dans l'ombre soulignait à quel point la vérité pouvait être surprenante et dévastatrice. Malheureusement, nous devons maintenant plonger dans l'univers troublant des infractions d'Alex. Je vous préviens d'emblée, ce cas est parmi les plus choquants que j'ai jamais étudiés. Bien que les détails de ces actes demeurent flous, ce que nous savons est d'une intensité déconcertante. Préparez-vous, car cette affaire s'annonce extrêmement pesante. En 2013, alors qu'Alex n'avait que 15 ans et était encore au lycée, il s'est connecté à Snapchat avec des intentions sombres. Il a commencé à créer de faux profils pour entrer en contact avec de jeunes adolescentes. Les raisons de cette dérive sont obscures, mais il est clair qu'il était mu par des désirs malsains. Rapidement, il a réalisé que révéler sa véritable identité était un obstacle. Les jeunes filles ne souhaitaient pas lui parler s'il utilisait son vrai nom ou sa photo. C'est alors qu'Alex a opté pour une méthode perverse, se faire passer pour de jeunes filles. Il a élaboré des profils soigneusement conçus, avec des noms accrocheurs destinés à capter l'attention. Ce choix a ouvert les portes d'un monde de manipulation et de tromperie, où les innocentes étaient à la merci d'un prédateur caché derrière un écran. L'histoire d'Alex nous rappelle à quel point la confiance peut être fragile dans l'univers numérique, et combien il est crucial d'être vigilant face aux dangers invisibles qui guettent les jeunes. Alex, toujours à la recherche de nouvelles proies, a une prédilection troublante pour le nom de Sarah. Il crée une multitude de faux profils, se présentant comme une jeune fille âgée de 12 à 15 ans, la plage d'âge qu'il ciblait. Une fois ses comptes établis, il se lance dans une quête inquiétante, contactant des adolescentes à travers le monde. Des filles du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Australie, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Canada, et bien d'autres pays d'Europe sont attirés par ces faux attraits. On estime qu'Alex a pu toucher des victimes dans plus de 30 pays, choisissant des cibles âgées de 10 à 16 ans.
Lorsqu'il entame la conversation, il se présente avec des phrases flatteuses. Salut, je suis Sarah. Salut, je suis Axel, Cassie, Aline, selon le nom qu'il choisit d'utiliser. Je suis une jeune fille comme toi. Veux-tu devenir amie? Veux-tu discuter? Ces jeunes adolescentes, ravies de faire de nouvelles connaissances, n'hésitent pas à répondre à son appel. À cet âge, la confiance est souvent une seconde nature. On est facilement dupé par des promesses d'amitié sincères. C'est cette naïveté qu'Alex exploitait, s'insinuant dans la vie de ses filles avec des intentions malveillantes, transformant l'innocence en un dangereux jeu de manipulation. Alex savait parfaitement comment entretenir la conversation. Au départ, ces échanges étaient d'une banalité déconcertante, un simple bavardage pour briser la glace. Il lançait des questions comme « Que as-tu fait aujourd'hui? Tu vas à l'école? Tu es occupé? Dis-moi ce que tu deviens. » Ces interrogations innocentes n'étaient que le prélude à une stratégie plus sombre, gagner la confiance de ses interlocutrices. Après un moment à discuter de tout et de rien, Alex introduisait sa première demande, en apparence innocente, une selfie. Une simple photo de leur visage, il le présentait comme une façon de se rapprocher, d'établir une connexion. Mais derrière cette façade se cachait un manipulateur aguerri, parfaitement conscient de ses actions. Il savait exactement quoi dire et quand le dire, un expert de l'art de la persuasion. Son approche était calculée, chaque mot soigneusement choisi pour flatter et rassurer. Avec une précision troublante, il parvenait à faire croire à ces jeunes filles qu'elles étaient en sécurité. En réalité, il n'était pas là pour tisser des liens d'amitié, mais pour satisfaire ses désirs tordus. Alex était un virtuose de la manipulation. Il engageait des conversations simples, posant des questions comme « Que as-tu fait aujourd'hui? Tu es vraiment jolie, pourrais-tu m'envoyer un selfie? » Sa capacité à flatter et à séduire lui permettait de gagner rapidement la confiance des jeunes filles. Mais pour Alex, cela n'était que le début. Sa soif de contrôle s'intensifiait, et il commençait à demander toujours plus, d'autres selfies, des photos en entier, des images d'elle dans différentes tenues. Son véritable objectif était sinistre, obtenir des photos nues. Lorsqu'il recevait une nouvelle photo, il en profitait pour les complimenter à nouveau, renforçant leur confiance. Il avait même l'audace d'envoyer des photos nues d'autres filles, prétendant que c'était lui. Avec cette tromperie, il cherchait à les convaincre et à les manipuler davantage. Alex jouait un jeu cruel, manipulant la jeune fille qu'il avait ciblée en lui faisant croire qu'elles étaient simplement deux adolescentes échangeant des photos nues, une pratique qu'il présentait comme normale, presque banale. Il tissait patiemment un lien de confiance, utilisant des flatteries et des conversations anodines pour briser leur défense. Mais derrière cette façade de complicité se cachait un plan sinistre. Dès qu'il sentait que la jeune fille était à l'aise, il passait à l'étape suivante, lui demander une photo nue. Ces filles, âgées de 10 à 16 ans, innocentes et impressionnables, finissaient par lui envoyer ces clichés, convaincus qu'il s'agissait d'un simple échange entre amis. Ce qu'Alex faisait était absolument répugnant, exploitant la naïveté de ses victimes pour son propre plaisir sordide. Il est difficile de ne pas ressentir un profond dégoût en découvrant jusqu'où Alex était prêt à aller. Il ne s'agissait pas seulement de briser la confiance de ces jeunes filles, mais de leur voler une part d'elles-mêmes. Ce prédateur manipulait l'innocence avec une précision calculée. Alex s'était lancé dans une quête sinistre, accumulant une vaste collection d'images indécentes d'enfants. Chaque photo était soigneusement sauvegardée, classée et organisée sur ses nombreux disques durs, preuve de l'ampleur de sa perversion. Une fois qu'il avait perfectionné sa méthode pour obtenir ses clichés, ses actes prirent une tournure encore plus abjecte. Après avoir reçu des photos topless ou nues, Alex passait à la phase suivante de son plan diabolique, le chantage. Il abandonnait alors son masque d'innocence et révélait sa véritable identité. Il disait calmement, presque froidement, « Je ne suis pas une jeune fille. Je suis un homme. Un prédateur. » Avec cette déclaration glaçante,
Il lâchait sa menace, j'ai ta photo. Si tu ne fais pas exactement ce que je te dis, je la diffuserai. À ce stade, la peur et la panique prenaient le dessus chez ses victimes. Alex jouait sur leur honte et leur vulnérabilité, les enfermant dans un cauchemar qu'elles ne pouvaient plus fuir. Les transcriptions de ces échanges dévoilent toute l'horreur de ces actes. Alex n'hésitait pas à envoyer des messages glaçants comme « Ah, je ne suis pas une jeune fille, mais un vieil homme. J'ai utilisé une fausse photo Snap. Et j'ai ta photo de visage et t'es nude. Ce soir, tu vas faire exactement ce que je te dis, et après ça, je disparaîtrai. » Une fois son masque tombé, il intensifiait ses menaces, jouant sur la peur et la honte. « Si tu n'obéis pas, disait-il, je vais publier tes photos nues en ligne. Je les enverrai à tes parents, à tes amis, à toute ta famille. » Chaque mot était une lame, tranchant directement dans le cœur de ses victimes. L'idée que leurs photos puissent être dévoilées publiquement les plongeait dans une panique totale. Terrifiées, ces jeunes filles imploraient Alex de ne pas mettre ces menaces à exécution. « Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne partage pas mes photos. » Ces mots, chargés de peur et de désespoir, étaient précisément ce qu'Alex cherchait à entendre. Il savourait leur soumission, exploitant leur terreur pour obtenir un contrôle total. Une fois qu'Alex avait piégé ses victimes, il dévoilait l'ampleur de ses désirs tordus. Il commençait par exiger des photos nues encore plus explicites, puis il poussait les jeunes filles à se filmer nues. Il les forçait à diffuser des vidéos en direct, via webcam ou téléphone, les transformant en spectatrices et actrices involontaires de leur propre humiliation. Et Alex ne s'arrêtait pas là. Il dirigeait ces sessions sordides avec une précision froide, leur ordonnant de se placer dans des positions spécifiques, de réaliser des actes sexuels sur elles-mêmes. Plus il recevait de contenu, plus il renforçait son emprise sur elles, utilisant chaque nouvelle image ou vidéo comme une arme. Ses menaces se faisaient plus oppressantes, son contrôle plus total. Ces filles, dont l'âge allait de 10 à 16 ans, étaient poussées à l'extrême, contraintes de commettre des actes sexuels dégradants sous ses ordres. Le comble de l'horreur, Alex les poussait à utiliser des objets du quotidien pour accomplir ses demandes. Il est rapporté que certains de ces actes incluaient des pénétrations forcées. Imaginez la terreur et la détresse de ces jeunes filles, enfermées dans leur chambre, obéissant à un homme qui les regardait froidement de l'autre côté de l'écran. Alex, lui, observait sans une once de remords, amplifiant ses exigences, détruisant ces vies innocentes avec une cruauté insondable. Ce qu'il leur faisait vivre dépasse l'entendement. Ce n'était pas seulement du chantage ou de la manipulation, c'était une torture psychologique et physique. Alex atteignait des sommets d'horreur inimaginables. Non content de briser l'innocence de ses jeunes victimes, il allait encore plus loin, exigeant parfois qu'elles impliquent leurs animaux de compagnie dans les actes sexuels. Dans un cas particulièrement choquant, une jeune fille a été contrainte d'accomplir un acte sexuel avec son propre chien. Les détails de cette atrocité sont flous. Mais Alex ne s'arrêtait pas là. Sa cruauté n'avait aucune limite. Lorsqu'il apprenait que ses victimes avaient de jeunes frères ou sœurs, il voyait une nouvelle opportunité de perversion. « Amène ton petit frère, disait-il. Déshabille-le. » Ces enfants, parfois âgés de seulement 3 à 5 ans, étaient arrachés à leur innocence par ce prédateur invisible. Il ordonnait à ses victimes de les soumettre à des abus sexuels devant leur caméra. Ce monstre dirigeait chaque scène sordide depuis l'ombre, poussant ces jeunes filles à accomplir des actes impensables sous le poids du chantage. L'un des cas les plus déchirants concerne une fille de 13 ans. Alex l'a contrainte à abuser de sa sœur cadette, âgée de 11 ans. Tout au long de ce calvaire, la petite sœur pleurait, vomissait, suppliant que cela s'arrête. Mais Alex, insensible à leur douleur, continuait à donner ses ordres. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que tout cela se passait sous le toit familial, à quelques mètres de leurs parents, qui n'avaient aucune idée de l'horreur qui se déroulait. Alex utilisait les téléphones des jeunes filles comme des armes,
infiltrant leur intimité et transformant leur chambre en scène de crime. Ce n'est pas simplement une histoire de chantage ou de manipulation, c'est un cauchemar d'une cruauté inimaginable. Alex a détruit des vies à distance, opérant dans un silence glacial, tout en laissant derrière lui des cicatrices psychologiques qui ne guériront probablement jamais. C'est l'incarnation même de la dépravation humaine. Ces actes sont tout simplement indescriptibles. Alex ciblait délibérément des filles ayant des problèmes d'image corporelle, jouant sur leurs insécurités. Il s'attaquait également à des filles qui exploraient leur sexualité, les trouvant plus faciles à manipuler. Chaque cible était soigneusement choisie pour maximiser son emprise et son contrôle. Alex perfectionnait ses tactiques de manipulation à un niveau glaçant. Il envoyait une photo topless d'une ancienne victime, prétendant qu'il s'agissait de lui. Il jouait sur la réciprocité et utilisait un ton charmeur pour instaurer un climat de confiance. Ces jeunes filles, croyant à un échange équitable, finissaient par céder. Mais Alex savait exactement sur quoi miser, la peur et la honte. Il comprenait que ces filles ne parleraient probablement jamais de ce qu'elles traversaient. Parce qu'elles auraient à révéler qu'elles avaient envoyé des photos nues en ligne, une révélation qui leur semblait insurmontable. Certaines auraient même dû aborder des sujets comme leur sexualité avec leurs parents, une conversation qu'elles redoutaient. Alex alimentait cette peur avec des promesses empoisonnées, « Fais exactement ce que je te dis, et je supprimerai toutes tes photos. Je te laisserai tranquille. » Mais pour augmenter la pression, il fixait des délais, « Tu as 1 heure. Si tu n'obéis pas, tes photos seront en ligne. » Ces menaces étaient calculées pour plonger ses victimes dans un état de panique totale. Mais bien sûr, Alex n'avait aucune intention de tenir parole. À chaque fois qu'il obtenait ce qu'il voulait, il fixait de nouveaux délais, exigeant davantage. Et ce n'était jamais suffisant. Une fois qu'Alex avait manipulé une fille, il revenait vers elle encore et encore. Il savait qu'il pouvait les briser à nouveau sans grande difficulté. Il testait leurs limites, repoussant sans cesse le seuil de ce qu'il pouvait leur faire endurer. Certaines victimes étaient forcées de revenir à des dates précises, tandis que pour d'autres, l'abus s'étirait sur des mois. Alex voyait ces jeunes filles comme des marionnettes, des pions dans son jeu pervers. Chaque interaction était une nouvelle opportunité de domination. Il ne cherchait pas seulement à les manipuler, il voulait les contrôler, les posséder, les briser entièrement. Comme nous le savons, les victimes d'Alex étaient réparties dans le monde entier. Il opérait dans de multiples fuseaux horaires, s'assurant ainsi d'avoir accès à des victimes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alex connaissait parfaitement les moments où les jeunes filles étaient les plus susceptibles d'être connectées, selon leur pays. Il ajustait son emploi du temps en conséquence, veillant littéralement toute la nuit pour cibler des filles vivant dans d'autres fuseaux horaires. Son rythme de vie était effrayant, il restait éveillé presque 24 heures sur 24, ne dormant que quelques heures par nuit, obsédé par sa mission. Mais ce n'est pas tout. Alex avait construit un véritable empire numérique. Il possédait des dizaines de téléphones, de laptops et de tablettes qu'il utilisait pour communiquer simultanément avec ses victimes. Grâce à ses compétences avancées en informatique, il s'assurait de rester dans l'ombre. Chaque connexion était masquée, chaque interaction soigneusement dissimulée pour empêcher quiconque de remonter jusqu'à lui. Alex ne laissait rien au hasard. Son réseau complexe d'appareils et ses méthodes de dissimulation faisaient de lui un prédateur insaisissable. Il ne s'agissait pas seulement d'un prédateur opportuniste, mais d'un stratège calculateur, exploitant la technologie à des fins inimaginablement sinistres. Alex exploitait sans scrupule les messages éphémères de Snapchat, qui disparaissaient après leur lecture, lui permettant d'effacer toute trace de ses crimes. Snapchat était sa plateforme favorite, mais il s'aventurait également sur Instagram, Kik, élargissant son réseau de victimes. Cependant, ce n'était pas suffisant pour lui. Alex revendait les images indécentes qu'il obtenait à d'autres pédophiles pour plusieurs centaines de livres sterling par photo, un commerce. L'efficacité glaçante d'Alex lui permettait de pousser ses menaces à des niveaux insoutenables.
Il exploitait la fonction de géolocalisation de Snapchat pour traquer ses victimes, identifiant précisément où elles vivaient et où elles allaient à l'école. Avec une froideur terrifiante, il leur disait « Je sais où tu habites. Je sais où tu vas à l'école. Je peux venir te chercher quand je veux. » Pour prouver ses dires, il prenait des captures d'écran de leur localisation et tenait des dossiers minutieux sur chacune de ses proies. Mais ce n'était pas tout. Si tu refuses de m'obéir, menaçait-il, j'enverrai un homme chez toi pour te violer. Les demandes d'Alex devenaient de plus en plus perverses, franchissant des frontières inimaginables. Il força une jeune fille à écrire sur son bras « Je suis son petit jouet sexuel ». Ce n'était pas un simple acte de domination, mais un moyen de les déshumaniser complètement. Il les obligeait à se désigner elles-mêmes comme ses « sex toys », anéantissant toute once de dignité qu'il leur restait. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Alex les poussait à des actes d'humiliation extrême. Il ordonnait à ces jeunes filles d'uriner et de déféquer devant la caméra. Cela ne suffisait pas, il leur demandait aussi de s'uriner et de se déféquer dessus, en impliquant leurs frères et sœurs cadets dans ces scènes abominables. Alex leur demandait aussi de manipuler leurs propres excréments et de les montrer à la caméra, transformant ces actes en un spectacle pervers pour son propre plaisir. Ces filles n'étaient plus que des objets entre ses mains, des marionnettes soumises à ses désirs tordus. De l'autre côté de l'écran, Alex se masturbait sans honte, tirant un plaisir pervers de la souffrance qu'il infligeait à ces jeunes filles. Il était insensible à leurs larmes, à leurs cris, à leurs douleurs. Certaines vomissaient, d'autres pleuraient à chaudes larmes, le suppliant de les laisser partir. Mais Alex restait froid et implacable. « Je ne me soucie pas de ta douleur, leur répétait-il. La seule chose qui compte, c'est que tu fasses ce que je te dis. » Dans un moment particulièrement déchirant, une jeune fille a tenté de lui faire appel à la pitié. « Ma mère est en train de mourir, lui a-t-elle dit, espérant qu'il montrerait un semblant d'humanité. Mais Alex n'a montré aucune réaction. Pas une once de compassion. Pas une hésitation. Il a répondu sans la moindre hésitation, « Je m'en fous que ta mère soit en train de mourir. » Ces mots, d'une cruauté glaçante, illustraient parfaitement son absence totale d'empathie. Dans un autre cas, une victime lui a confié qu'elle tremblait de manière incontrôlable et qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Alex est resté impassible. La détresse de ses victimes était si intense que certaines ont commencé à s'automutiler en direct sous ses yeux, dans l'espoir désespéré de mettre fin aux actes dégradants qu'il leur imposait. Une jeune fille lui a envoyé une vidéo dans laquelle elle se faisait une profonde entaille au bras, le sang coulant abondamment. Lors d'un autre incident, une fille s'est poignardée dans le torse en direct. La seule réponse d'Alex ? Je m'en fous. Les identités des victimes d'Alex ont été protégées, pour des raisons évidentes. Cependant, après l'éclatement de cette affaire, un parent a choisi de partager l'histoire de sa fille. Cette jeune fille, connue sous le pseudonyme Rebecca dans les médias, avait seulement 12 ans lorsqu'elle est tombée sous l'emprise d'Alex. Rebecca vit en Nouvelle-Zélande. Décrite comme extravertie, intelligente, drôle et populaire à l'école, Rebecca avait de nombreux amis et utilisait Snapchat régulièrement pour rester en contact avec eux. En décembre 2017, Rebecca a été contactée pour la première fois par Alex. Bien sûr, il ne s'est jamais présenté sous son véritable nom. À la place, il prétendait être une jeune fille de son âge. Pendant les mois qui ont suivi, Alex a parlé à Rebecca régulièrement, presque quotidiennement. Il a patiemment tissé un lien avec elle, bâtissant lentement une relation de confiance. Tout a commencé par de simples discussions banales. « Salut, ça va ? Tu fais quoi ?» Des conversations anodines qui ne faisaient qu'approfondir l'illusion d'une amitié sincère. Rebecca croyait avoir trouvé une nouvelle amie, une adolescente de son âge, venant simplement d'un autre pays. Au fil du temps, cette amitié s'est renforcée, et Rebecca a fini par lui faire pleinement confiance. Ce lien qu'elle pensait authentique était en réalité une toile soigneusement tissée par Alex,
un prédateur qui savait exactement comment s'infiltrer dans la vie de ses victimes en exploitant leur naïveté et leur besoin d'appartenance. Dès qu'Alex a obtenu une photo nue de Rebecca, il a brutalement changé de ton. « Je ne suis pas une adolescente », a-t-il déclaré froidement. « Je suis un prédateur. » À cet instant, Rebecca s'est retrouvée piégée dans un cauchemar. La peur s'est installée lorsqu'il a ajouté « Si tu ne fais pas ce que je dis, je vais envoyer ta photo à ta famille, à tes amis, à tout le monde. » Rebecca, paralysée par la honte et la terreur, n'avait d'autre choix que de se plier à ses demandes. Mais Alex ne se contentait pas de cette première victoire. Ses exigences devenaient de plus en plus extrêmes, chaque nouvelle demande repoussant les limites de ce que Rebecca pouvait supporter. Puis, Alex est allé encore plus loin. Il lui a ordonné d'impliquer sa petite sœur de 10 ans. La cadette, innocente, croyait simplement passer du temps avec sa grande sœur. Elle jouait, prenait des photos, comme deux enfants normaux. Mais en réalité, ces moments étaient orchestrés par Alex, qui exigeait des images toujours plus abjectes. Rebecca, sous le poids du chantage, continuait d'obéir. Alex revenait sans cesse avec de nouvelles menaces. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais tout révéler. » Il avait transformé leur vie en un enfer constant. Alex ne s'est pas arrêté à Rebecca. Après avoir obtenu un accès à sa liste de contacts Snapchat, il a ciblé sa cousine de 17 ans. Avec sa méthode habituelle, il a tenté de se lier d'amitié avec elle, d'instaurer un climat de confiance, pour ensuite la manipuler et la contraindre à envoyer des photos explicites. Mais ce n'était pas tout, Alex voulait qu'elle devienne complice de ses plans sordides. Il l'a poussée à obtenir des photos nues de Rebecca pour les lui transmettre malgré les menaces et le chantage incessant. La cousine de Rebecca a résisté. Elle n'a pas cédé. Au lieu de se laisser manipuler, elle a pris la décision courageuse d'alerter les parents de Rebecca. Cette révélation a été un choc. Les parents, dévastés, ne pouvaient pas croire que leur fille vivait un tel cauchemar depuis des mois sans qu'il n'en ait la moindre idée. Cela illustre l'effrayante réalité du monde numérique. Des prédateurs comme Alex peuvent s'infiltrer dans la vie des jeunes, exploitant leur vulnérabilité sans jamais quitter l'ombre. Les parents de Rebecca ont immédiatement contacté la police, qui a ouvert une enquête. Mais Alex était un maître de la dissimulation. Il avait effacé toutes ses traces, rendant impossible pour les enquêteurs de localiser son identité ou sa position. Face à cette impasse, Alex a continué ses crimes, opérant en toute impunité pendant des années. Ce comportement déviant a commencé quand Alex n'avait que 15 ans, alors qu'il était encore au lycée. Il a poursuivi ses abus pendant ses études supérieures, de 16 à 18 ans, et même à l'université. Bien qu'il ne soit pas confirmé s'il vivait sur le campus, toutes les sources concordent sur un point. Alex passait presque tout son temps seul dans sa chambre, isolé, ne sortant que pour assister à ses cours. De retour chez lui, il retournait immédiatement dans cette pièce, d'où il perpétrait ses crimes sans interruption. Cette affaire met en lumière une réalité glaçante. Les prédateurs peuvent opérer en toute discrétion, protégés par la technologie et leur anonymat. Alex a commis tous ses crimes depuis sa chambre des enfants dans la maison de ses parents. Ce qui est absolument sidérant, c'est que ses parents et ses 3 frères et sœurs vivaient également dans cette maison, sans jamais se douter de quoi que ce soit. Alex s'était littéralement enfermé dans cette chambre, transformant cet espace en un véritable centre d'opération pour ses activités criminelles. Entre 2013 et 2016, et même au-delà, Alex a ciblé plus de 3000 victimes à travers le monde. Il avait accumulé une bibliothèque contenant des centaines de milliers d'images explicites d'enfants. Il opérait depuis des années, piégeant des milliers de jeunes victimes. Mais enfin, en 2016, près de 3 ans après le début de ses crimes, Alex a finalement été retracé et arrêté par la police. Lors de l'arrestation d'Alex, la police a saisi tous ses appareils électroniques. Ils ont récupéré 4 ordinateurs portables, 8 tablettes et 9 téléphones mobiles. Ce qu'ils ont découvert est tout simplement abominable. 3490 images indécentes d'enfants,
dont plus de 600 images de catégorie A, les plus explicites et graves, et plus de 700 de catégorie B. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques. Ils représentent l'ampleur des souffrances infligées à des enfants, capturées en images pour le plaisir pervers d'Alex. En explorant plus en profondeur, la police a découvert des logs de discussions sur Kik, où Alex échangeait avec d'autres prédateurs. Dans un message, il écrivait « Je suis prêt à te montrer tout ce que tu veux sur Kik si tu m'envoies plein de photos de filles chaudes. » Cela montre à quel point il était actif et disposé à échanger ses contenus abjects, alimentant un réseau encore plus vaste. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est la lettre de suicide qu'ils ont trouvée sur l'un de ses appareils. Écrite à l'attention de ses parents, elle disait en substance « Chère maman et papa, je suis désolée et j'aimerais vous expliquer. J'ai fait des choses horribles avec des filles en ligne, et depuis septembre, je veux en finir d'une façon ou d'une autre. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Cela me rend dépressif. J'aurais dû arrêter il y a longtemps. Tout m'a échappé. Je suis tellement désolée. Adieu, je vous aime. » Pour ses enfants et leur famille, ces regrets arrivent bien trop tard. Cette note, bien qu'elle montre une certaine prise de conscience, n'efface rien. Lors de son interrogatoire avec la police, Alex a tenté de manipuler encore une fois en sortant une histoire complètement inventée. Il a affirmé qu'à l'âge de 15 ans, il avait été victime de catfishing. Selon lui, un homme plus âgé se faisant passer pour une adolescente de 15 ans, sous le nom de Sarah, le même nom qu'Alex utilisait avec ses propres victimes, l'aurait piégé. Cet homme, a-t-il dit, l'aurait manipulé pour qu'il réalise des actes sexuels horribles devant une caméra. En racontant cette histoire, Alex essayait de se positionner en victime, cherchant à justifier ses propres crimes. « Moi aussi, j'ai été victime », a-t-il déclaré, sous-entendant que ce qu'il faisait aux jeunes filles était une conséquence directe de ce qu'il avait soi-disant vécu. Mais tout cela était un mensonge. La police n'a trouvé aucune preuve pour soutenir cette version. Alex n'avait jamais été victime de ce prétendu prédateur. Il utilisait cette histoire comme une tentative grossière pour minimiser sa responsabilité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alex a également affirmé que cet homme mystérieux le chantageait maintenant, l'obligeant à collecter des images indécentes d'enfants. « Je ne veux pas faire ça », a-t-il dit. « Je suis obligé. » Il prétendait que ce soi-disant maître chanteur était derrière tout cela, le forçant à cibler d'autres enfants. Alex a même joué la carte de la culpabilité, affirmant qu'il était accablé de remords et qu'il voulait se suicider. « Je ne supporte pas de faire aux autres ce qu'on m'a fait », a-t-il ajouté, tentant de susciter la pitié. Cependant, tout cela n'était qu'une façade. La vérité est qu'Alex était le seul responsable. Il n'était pas une victime, il était le prédateur. Ses mensonges lors de l'interrogatoire n'étaient qu'une ultime tentative de manipulation pour échapper à la justice. Mais ses actes parlaient d'eux-mêmes. Alex avait orchestré des années de crimes horribles, détruisant des vies sans montrer le moindre remords véritable. Alex a poursuivi son mensonge en prétendant qu'il ne pouvait pas mettre fin à ses jours, et que, par conséquent, il devait répondre aux demandes d'un prétendu prédateur en ligne. Il affirmait être contraint de collecter des images indécentes d'enfants pour cet homme plus âgé. Selon lui, ce soi-disant prédateur le manipulait de la même manière qu'il manipulait ses propres victimes. Cependant, la police, confuse par cette histoire, a commencé à poser des questions. Pourquoi cet homme plus âgé ferait-il cela? Qu'est-ce qu'il y gagne? Pourquoi passerait-il par toi? La réponse d'Alex? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est juste paresseux. Cette réponse a immédiatement mis en évidence l'absurdité de son récit. L'histoire d'Alex était pleine d'incohérences, et il était évident qu'il inventait tout cela. Son objectif était clair, tenter de minimiser sa responsabilité en se présentant comme une victime forcée d'agir contre son gré. Mais cette excuse ne tenait pas la route. Tout cela n'était qu'un tissu de mensonges, une ultime tentative pour échapper à la justice.
Les enquêteurs ont rapidement compris la vérité, il n'y avait jamais eu de mystérieux prédateur en ligne. Alex McCartney était le seul coupable, le seul prédateur. Alex n'a jamais été victime de catfishing. Toute l'histoire qu'il a racontée à la police n'était qu'un mensonge inventé de toutes pièces, conçu pour attirer la sympathie et tenter d'éviter une condamnation sévère. Pourtant, Alex avait avoué avoir collecté et stocké des images indécentes d'enfants, et les enquêteurs avaient découvert des logs de discussion prouvant qu'il distribuait ces images. Cela aurait dû suffire pour qu'il soit immédiatement incarcéré. Et pourtant, contre toute attente, la police décide de le libérer sous caution. Ils estiment ne pas avoir encore rassemblé suffisamment de preuves pour une condamnation complète et choisissent de poursuivre l'enquête. Une fois libéré, Alex retourne immédiatement à ses activités criminelles. Il achète en secret de nouveaux appareils électroniques, téléphones, tablettes, ordinateurs portables. Tout cela se fait sous le nez des autorités, et on ne peut s'empêcher de se demander, mais où est la surveillance? Alex continue d'accéder à Internet et reprend contact avec ses victimes. Il ne ralentit pas, au contraire, il intensifie ses crimes. Pendant cette période, la police effectue 3 nouvelles perquisitions à son domicile, mais elle ne parvient toujours pas à trouver des preuves suffisantes sur ces nouveaux appareils. Pendant tout ce temps, Alex reste actif, et la gravité de ses actes augmente de manière alarmante. Pendant 2 longues années, il continue de briser des vies, opérant dans l'ombre, sous le radar des autorités. Finalement, Alex est arrêté une 2e fois, mais une fois de plus, il est relâché. Pendant ce temps, les actes qu'il impose à ses victimes deviennent de plus en plus dégradants et extrêmes. Ses actions allaient bientôt anéantir une famille entière, laissant derrière lui une tragédie indescriptible. 2 vies allaient être brisées à jamais. C'est ici que nous devons parler de Cimarron Thomas. Nous sommes en 2018, et Cimarron n'a que 12 ans. Elle vivait en Virginie occidentale, aux États-Unis, avec ses parents, ses frères et sœurs, dans une ferme isolée, un endroit si petit qu'il compte moins de 80 habitants. Cimarron était une jeune fille pleine de vie, aimante et talentueuse. Elle jouait du violon, avait une passion pour les éléphants, et adorait passer du temps avec sa famille et ses amis. On disait d'elle qu'elle venait d'une famille américaine ordinaire, une famille unie qui menait une vie paisible. Elle avait un meilleur ami, Ashton, qui habitait à quelques rues de chez elle. En seulement 15 minutes, il avait manipulé Cimarron au point de la convaincre de lui envoyer une photo topless, suivie d'une vidéo où elle se pénétrait. Dès qu'il a obtenu ces images, Alex a brutalement révélé sa véritable identité. Il a immédiatement commencé à la faire chanter, menaçant de publier ses photos et vidéos si elle n'obéissait pas à toutes ses exigences. Le cauchemar ne faisait que commencer. Pendant près de 2 heures, Alex a continué de l'exploiter. Il lui a ordonné d'envoyer plus de photos explicites, la forçant à poser dans diverses positions, d'abord en sous-vêtements, puis complètement nue. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a imposé des actes humiliants et dégradants, notamment d'uriner et de déféquer devant la caméra. Comme si cela ne suffisait pas, il lui a aussi fait répéter des phrases sexuellement avilissantes, tout en maintenant ses menaces constantes. Après cette session d'humiliation, Alex lui a dit qu'elle avait bien fait. Il lui a assuré qu'elle pouvait désormais bloquer son profil à la fin de cette conversation. Cimarron n'a parlé à personne de ce qu'elle avait vécu. Elle a gardé ce secret enfoui, essayant de continuer sa vie comme si de rien n'était. Elle est retournée à l'école, a passé du temps avec ses amis et sa famille, tout en portant un poids invisible. Mais à l'intérieur, elle était probablement en train de s'effondrer, marquée à jamais par cette expérience traumatisante. Cependant, Alex n'en avait pas fini avec elle. 2 nuits seulement après leur première interaction, il a de nouveau contacté Cimarron. On sait qu'Alex avait l'habitude de revenir vers ses anciennes victimes, persuadé qu'elles seraient plus faciles à manipuler après une première soumission. Même si Cimarron avait bloqué son profil, cela n'a pas arrêté Alex. Il l'a simplement contacté via un nouveau compte,
prêt à replonger la jeune fille dans un cauchemar encore plus sombre. C'était tard dans la soirée, et les parents n'étaient pas à la maison. Elle se trouvait seule avec sa petite sœur de 9 ans. C'est à ce moment-là qu'Alex a envoyé un nouveau message. Cimarron, déjà brisé, lui a répondu en lui demandant de la laisser tranquille. Mais Alex, fidèle à sa cruauté, a répondu qu'il trouvait que leur dernière interaction avait été trop précipitée. Ce n'était pas suffisant, a-t-il écrit. Il a ensuite posé un ultimatum. Si Cimarron voulait qu'il supprime tout le contenu explicite qu'il avait sur elle, elle devait jouer avec lui une dernière fois. Cimarron, terrifié, a refusé. « Je ne veux plus faire ça », a-t-elle supplié. Mais Alex, implacable, a rétorqué qu'il n'en avait rien à faire. Il l'a menacé de manière encore plus brutale. « Si tu refuses, j'enverrai toutes les photos et vidéos à ton père. » La panique de Cimarron a atteint un point de rupture. En larmes, elle a supplié Alex d'arrêter, de la laisser tranquille. Mais sa réponse, glaciale, a été « essuie tes larmes ». Il ne montrait aucune compassion, aucun remords. Pour lui, Cimarron n'était rien d'autre qu'une proie idéale, une victime qu'il pouvait continuer à exploiter sans pitié. Alex n'avait aucune intention de laisser Cimarron tranquille. Une fois de plus, il l'a forcé, utilisant le chantage, à réaliser des actes sexuels humiliants. Cimarron, complètement terrifié, a dû envoyer encore plus de photos explicites, bien qu'elle soit en larmes et dans un état de panique totale. Tout au long de cette horrible interaction, ses messages reflétaient son désespoir. Elle n'avait que 12 ans. Mais pour Alex, ce n'était pas suffisant. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il a commencé à poser des questions plus personnelles. Il a d'abord demandé à Cimarron si elle avait un frère. Lorsqu'elle a répondu non, il a poursuivi en demandant si elle avait une sœur. Cimarron a dit oui. C'est alors qu'Alex a exigé quelque chose de monstrueux. Il lui a ordonné de faire venir sa petite sœur de 9 ans et de l'impliquer dans des actes sexuels. Cimarron, horrifié, a répondu catégoriquement « Non, absolument pas ». Pour elle, c'était inconcevable. Elle aimait profondément sa sœur. Cimarron, en pleurs et complètement désespéré, a de nouveau supplié Alex. « S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, mais pas ça. Je t'en supplie, laisse ma sœur en dehors de ça. » Sa voix tremblait, ses messages remplis de peur et d'angoisse. Mais Alex, implacable, continuait à exiger l'impensable. Pour lui, il n'y avait qu'une seule issue, Cimarron devait impliquer sa petite sœur dans les photos explicites. Pendant 30 minutes interminables, Alex a martelé ses demandes, sans relâche. Cimarron, déjà brisé, devenait de plus en plus dépassé par la situation. Chaque message qu'elle envoyait révélait une souffrance insoutenable, mais Alex n'en avait rien à faire. Il répétait sans cesse qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait obéir. Pour Alex, aucune supplication ne comptait, aucune détresse n'était suffisante. Cimarron devait soumettre sa sœur, ou subir les conséquences terrifiantes de son chantage. Cimarron, au bord du gouffre, a répondu non. Elle ne céderait pas. Dans un moment de désespoir total, elle a écrit à Alex « Je préfère me tuer. Je vais me tirer une balle. » Ses paroles étaient claires, un cri de détresse ultime. Mais Alex, dans une cruauté glaciale, lui a simplement répondu « Bye, and bonne chance. » Puis, sans aucune pitié, il a intensifié la pression. « Tu as 30 secondes pour décider », a-t-il déclaré. « Vas-tu inclure ta sœur dans ces images sexuelles dégradantes, ou non ?» Si Cimarron refusait, il menaçait de publier tout le contenu qu'il avait sur elle, en commençant par l'envoyer à son père. Il a alors commencé à compter à rebours, partant de 30. Chaque seconde qui s'écoulait était un coup de marteau, une torture psychologique insupportable. « Temps écoulé », a-t-il finalement dit, ajoutant qu'il allait maintenant diffuser les images et que le père de Cimarron serait le premier à les recevoir. Mais il lui a laissé une dernière chance, une minute pour obéir.
Si elle n'incluait pas sa sœur dans les vidéos, il mettrait ses menaces à exécution. Cimeron n'a pas répondu. Le silence régnait. Alex, implacable, attendait. 33 minutes après le début de la conversation, tout s'est arrêté. Ces mots furent les derniers échangés dans ce chat. Tragiquement, un peu plus de 3 minutes après la fin de cette conversation avec Alex, Cimeron est entré dans la chambre de ses parents, a ouvert le tiroir de la table de chevet, saisi le pistolet de son père, et s'est tiré une balle dans la tête. Depuis l'autre pièce, sa petite sœur de 9 ans a entendu le coup de feu, mais, innocemment, elle a pensé qu'il s'agissait d'un ballon qui éclatait. Curieuse et inquiète, elle s'est précipitée dans la chambre de ses parents. C'est là qu'elle a découvert l'horreur. Cimeron était étendu sur le sol, le pistolet à ses côtés, le sang coulant de sa tête. Les parents étaient absents à ce moment-là, laissant la fillette seule face à cette scène insoutenable malgré la panique et la peur. La petite fille a vu le téléphone portable de Cimeron près d'elle. Avec un courage incroyable, elle a utilisé le téléphone pour appeler le 911. L'opérateur à l'autre bout de la ligne a calmement demandé à la fillette de trouver un voisin. La petite sœur, submergée mais déterminée, a suivi les instructions. Elle a couru chercher de l'aide, frappant à la porte d'un voisin. Le voisin, réalisant la gravité de la situation, s'est précipité chez les Thomas. Lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il a pris en charge l'appel au 911 pour tenter d'apporter son aide. L'ambulance a transporté Cimeron à l'hôpital, mais malgré tous les efforts des médecins, il n'y avait rien à faire. Plus tard dans la soirée, Cimeron, âgé de seulement 12 ans, a succombé à ses blessures. Ses parents étaient dévastés. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui avait pu pousser leur fille à un tel geste. Pour eux, Cimeron était heureuse, sociable, confiante, avec de nombreux amis. Elle ne montrait aucun signe de détresse. Ce qui rendait la tragédie encore plus incompréhensible, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle traversait. Ils ignoraient tout de l'existence d'Alex, des menaces et des images compromettantes. Snapchat, avec ses messages qui disparaissent, avait effacé toute trace. Il n'y avait rien à quoi se raccrocher pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Cette perte a laissé des cicatrices profondes. Le père de Cimeron, Ben, un vétéran de l'armée américaine de 40 ans, était rongé par la culpabilité. Il se reprochait d'avoir laissé son arme à feu accessible, un acte qu'il ne pouvait pardonner. La douleur l'a conduit à une dépression sévère. Son état s'est encore détérioré lorsqu'il a fait une crise d'épilepsie, conséquence directe du stress post-traumatique lié à la perte de sa fille. Cela a marqué la fin de sa carrière, le forçant à quitter son emploi. Sa vie, comme celle de toute la famille, ne serait plus jamais la même. 18 mois après la mort tragique de Cimeron, Ben, accablé par la culpabilité et incapable de supporter cette douleur, a pris la terrible décision de mettre fin à ses jours. À seulement 40 ans, il a choisi de quitter ce monde, tout comme sa fille. 2 vies innocentes, celle de Cimeron, 12 ans, et celle de son père, ont été détruites par les actes monstrueux d'Alex McCartney. Pendant ce temps, Alex poursuivait ses abus en ligne, comme si de rien n'était. Les autorités n'avaient aucune idée qu'il était responsable, directement ou indirectement, de ces 2 morts. Quant à Alex, on ne sait pas s'il était conscient de leur décès. Mais sachant qu'il garde des informations détaillées sur ses victimes et qu'il suit parfois leur actualité, il est tout à fait possible qu'il ait su. Pire encore, Alex avait sauvegardé sa conversation avec Cimeron sur son ordinateur. Pour lui, c'était un trophée, un souvenir de son pouvoir malsain. Une preuve de sa cruauté à ce moment-là, Alex, désormais âgé de 21 ans, était en dernière année d'université. Et sa liste de victimes continuait de s'allonger. Mais en mars 2019, environ 10 mois après la mort de Cimeron, le déclin d'Alex McCartney a enfin commencé. Alex ciblait alors une jeune fille de 13 ans en Écosse. Après avoir été victime de ses abus et de son chantage, cette fille a trouvé le courage de se rendre à la police et de tout révéler. Une enquête a été ouverte. Contrairement aux précédentes,
celle-ci a été prise beaucoup plus au sérieux par les autorités écossaises. En creusant les allégations de cette jeune fille, la police a réussi à retracer l'identité de son agresseur jusqu'en Irlande du Nord. Les forces de police écossaises ont alors collaboré avec celles d'Irlande du Nord, et ensemble, elles ont enfin pu remonter jusqu'à Alex McCartney et préparer sa capture. Lorsque la police a fait irruption chez Alex, ils ont saisi 64 appareils électroniques remplis de dizaines de milliers d'images et vidéos explicites d'enfants. Ces appareils contenaient également des journaux de conversation où Alex détaillait ses actes de chantage et d'abus. Ce qui rend cette scène encore plus glaçante, c'est qu'au moment de leur arrivée, Alex était en train d'abuser d'un enfant en direct sur Snapchat. Il continuait ses crimes sans aucune pause, complètement absorbé par ses actes. Après son arrestation, l'une des plus grandes enquêtes de catfishing de l'histoire du Royaume-Uni a commencé. Chaque image, chaque vidéo et chaque conversation devait être analysée. Un officier a décrit l'affaire comme la pire. Certaines des preuves étaient si horribles que le juge a interdit qu'elles soient décrites en audience, une décision extrêmement rare. Cela signifie que les détails les plus atroces des crimes d'Alex ne seront jamais connus du public. L'enquête a révélé qu'Alex avait ciblé 3500 jeunes filles, certaines âgées de 10 ans seulement. Cela n'inclut même pas les frères et sœurs plus jeunes qu'il avait également forcés à participer. La police a utilisé les données de localisation Snapchat qu'Alex avait soigneusement conservées pour essayer de retrouver ses victimes, mais ce fut un processus incroyablement lent et douloureux. La majorité des victimes identifiées vivaient aux États-Unis. Pour beaucoup de parents, c'était un choc total, ils n'avaient aucune idée que leur enfant avait été ciblé par un prédateur. Certaines des jeunes filles avaient gardé le secret pendant des années, portant ce fardeau seules. Beaucoup ont souffert de dépression, de difficultés relationnelles, et certaines ont même envisagé de mettre fin à leur jour. Malheureusement, de nombreuses victimes restent non identifiées, la seule information disponible étant leur nom d'utilisateur Snapchat. Snapchat a coopéré avec les autorités, fournissant autant d'informations que possible. Dans ses entretiens, Alex ne faisait jamais référence à ses victimes comme des enfants. Il préférait s'imaginer que ses victimes n'étaient pas réelles. Non pas par culpabilité, mais parce que cela affectait son excitation sexuelle. Il a admis que le fait de penser à ses victimes comme étant réelles diminuait son plaisir. Il ne montrait aucun remords. Son attitude était glaciale, dénuée de toute empathie. Il a également affirmé qu'avant de commencer ses crimes, il n'avait jamais visionné d'images explicites d'enfants. Selon lui, tout cela provenait de son imagination. Alex a tenté de justifier son comportement en répétant son histoire inventée de catfishing, affirmant qu'un prédateur en ligne l'avait manipulé lorsqu'il était plus jeune, ce qui aurait soi-disant déclenché sa descente dans l'horreur. Cependant, ni la police, ni le tribunal, ni le juge n'ont accordé de crédit à cette excuse. 3500 victimes, des abus inimaginables, et des vies brisées, rien ne justifie cela. L'enquête sur Alex a duré plusieurs années, de 2019 à 2021. En avril 2021, 2 ans après son arrestation, la police a finalement réussi à le relier à la mort de Simron Thomas. Ce détail est absolument choquant, car cela signifie que pendant 3 ans, la famille de Simron ignorait totalement la vérité. Ils pleuraient la perte de leur fille sans savoir qu'elle avait été victime d'un prédateur, qu'elle avait été forcée au silence par la peur et le chantage. Quand la vérité leur a été révélée en 2021, leur monde s'est à nouveau effondré. Apprendre que Simron avait enduré de tels abus avant de mettre fin à ses jours a été un choc insupportable. Leur douleur, déjà immense, s'est intensifiée. Ce qui est encore plus tragique, c'est que Ben, le père de Simron, s'est donné la mort sans jamais connaître la vérité. Consumé par la culpabilité de n'avoir pas pu protéger sa fille, il a mis fin à ses jours 6 mois après l'arrestation d'Alex. À ce moment-là, l'enquête était toujours en cours, et la police n'avait pas encore établi de lien entre Alex et la mort de Simron. Ben est mort dans l'ignorance, sans jamais savoir ce que sa fille avait traversé, et cette enquête colossale a encore duré 3 ans supplémentaires. La police a également contacté Rebecca,
une adolescente néo-zélandaise à ce stade de l'enquête. Courageuse, elle a apporté toute l'aide possible aux enquêteurs. En mars 2024, Alexander McCartney a enfin été traduit en justice, face à une impressionnante série de charges: abus sexuels sur mineurs, chantage, possession et distribution d'images indécentes, intimidation, communication sexuelle avec des enfants, et homicide involontaire concernant Cimarron Thomas. Lors de son passage devant le tribunal, Alex a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation, devenant ainsi le premier au Royaume-Uni à être reconnu coupable d'homicide involontaire envers une victime située dans un autre pays, qu'il n'avait jamais rencontré. Après sa condamnation pour la mort de Cimarron, les autorités américaines ont envisagé de demander son extradition, mais l'Irlande du Nord a conservé la juridiction. La semaine dernière, Alex a enfin été condamné. Aucun membre de sa famille n'était présent. Pendant que le procureur décrivait pendant 90 minutes les abus horrifiques qu'il avait infligés, des humiliations, des menaces, des victimes suppliant en larmes, Alex, impassible, a refusé d'écouter, restant les mains sur les oreilles, tête baissée. Pour permettre aux victimes à travers le monde de suivre l'audience, l'heure du verdict a été fixée à 14 heures, heure britannique. Des déclarations poignantes de certaines victimes ont été lues, honte écrasante, attaques de panique, dépression, perte de confiance. Certaines ont développé une peur paralysante des hommes. Leur enfance leur avait été volée. Rebecca, aujourd'hui âgée de 18 ans, souffre toujours des séquelles, anxiété, antidépresseurs, et problèmes de confiance. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse et se retire souvent lorsqu'elle pourrait sortir avec ses amis, encore marquée par l'horreur qu'Alex lui a infligée. Le père de Rebecca a également exprimé à quel point cette tragédie a eu des effets dévastateurs sur leur famille. Savoir ce que leurs deux filles ont vécu est un fardeau insupportable. Il a pris la parole publiquement pour sensibiliser les parents et réclamer des changements dans les politiques des réseaux sociaux, afin que des horreurs comme celle-ci ne se reproduisent jamais. Il a supplié les parents d'être extrêmement vigilants quant à ce que leurs enfants peuvent rencontrer en ligne. Puis est venu le moment de la condamnation. Alex, par l'intermédiaire de ses avocats, a tenté de montrer une façade de remords, bien que cela soit contredit par ses actes. La défense a également demandé que les 5 années passées en détention pendant l'enquête et le procès soient prises en compte comme circonstances atténuantes. Alex s'est levé pour recevoir sa sentence, les yeux fermés. Le juge a annoncé qu'il était condamné à perpétuité, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après seulement 20 ans. En tenant compte des 5 années déjà purgées, cela signifie qu'Alex pourrait être éligible à la libération conditionnelle en 2039, à l'âge de 41 ans. Pour les victimes et leurs familles, cette décision est un nouveau coup dur. Malgré la gravité de ces crimes, Alex pourrait retrouver la liberté dans un délai relativement court, comparé aux conséquences à vie qu'il a infligées à des milliers de jeunes filles. L'affaire d'Alexander McCartney souligne l'urgence de protéger nos enfants dans un monde de plus en plus numérique. Les tragédies vécues par des victimes comme Cimarron et Rebecca montrent à quel point il est crucial d'instaurer des mesures de sécurité sur les réseaux sociaux et de sensibiliser les parents aux dangers en ligne. Il est impératif que nous agissions maintenant pour garantir un environnement sûr et sain pour les jeunes utilisateurs, afin qu'aucun enfant ne doive jamais faire face à de telles horreurs.